Vanessa, bienvenue. Bonjour Claire, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors vous êtes chef cuisinière, comédienne, entrepreneur, militante. Vous avez un parcours aussi éclectique qu'engagé. En 2016, vous fondez le Réchaud pour Refuge, Chaleur, Optimisme, une association qui place la cuisine au cœur de la solidarité. Aujourd'hui, vous intervenez aussi en entreprise, c'est pour ça que je vous ai invité, avec des ateliers de cuisine du monde et un service de traiteur humaniste qui veille à son impact environnemental, la table du Réchaud. Alors c'est ce lien justement entre hospitalité, RSE et performance collective qui nous intéresse car il touche directement les directeurs de l'environnement de travail qui nous regardent et de l'immobilier d'entreprise également. On commence par cette première question. Vous avez créé l'association Le Réchaud en 2016, mais quel a été le déclic ? Très bonne question. Le déclic, ça a été avant tout, je pense, la volonté d'écrire une histoire un peu différente que celle qui était racontée par les médias notamment et qui utilisait mon métier, donc la cuisine, comme un vecteur de lien en étant convaincue que de se rassembler, de se réunir autour de la table pouvait nous pousser par-delà nos différences à co-construire quelque chose. Et donc la restauration digne de l'humain, ça a été ce qui m'a animée. Étant de nationalité et de culture française, je crois aussi que j'ai grandi avec les valeurs qui sont affichées sur nos mairies, à savoir égalité, liberté et fraternité. Et en 2016, quand le projet est né, on était en pleine crise des réfugiés, enfin de l'accueil, on va dire, la crise syrienne de l'accueil. J'ai été personnellement confrontée à un couple de réfugiés, médecins, ingénieurs, qui avaient été accueillis dans un centre avec leurs 2 enfants, mais à qui on avait servi de la soupe au porc. Donc, étant de confession musulmane, ils n'avaient pas pu se restaurer. Et ça m'a un peu mise à l'arrêt, cette contradiction qu'il y a entre l'hospitalité comme peut-être le premier acte de notre humanité, de notre adelphité, et le fait qu'on ait oublié que le premier geste fondamental passe par le repas qu'on offre où qu'on soit dans le monde. On sait que dans les pays les plus pauvres, quand on y va en tant que touriste, on nous offre un thé à la menthe, on nous offre même quand on n'a rien, cet espace de chaleur et de réconfort autour de la table. Et je me demandais un peu comment, en Europe, à notre époque, au XXIe siècle, dans des pays qui sont quand même parmi les plus riches au monde, on ait perdu cette notion fondamentale. Donc, ça a été le grain de sable qui a déclenché dans un contexte général qui était quand même, je rappelle, à l'époque assez bouleversant, quoi. Et qui l'est toujours, mais qui était plutôt nouveau. Ouais. Alors cette association, vous ne l'avez pas créée seule, vous étiez avec une dizaine de femmes qui vous ont suivi dans cette aventure. Vous allez nous parler de ces dizaines de femmes qui vous ont accompagné dans ce projet. Ce collectif d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse parce que j'ai remarqué qu'il était exclusivement féminin. Est-ce que ça s'est formé par hasard, le fait qu'il soit féminin, ou est-ce que c'est le reflet d'un engagement plus profond autour de la place de la femme dans la société, dans la solidarité ? Eh bien, ce n'était pas conscient au départ, mais ce projet donc, qui s'est construit avec un premier cercle d'amis, ça m'a permis de me constater qu'autour de moi, il y avait beaucoup de femmes exceptionnelles avec qui j'avais envie de construire quelque chose et qui avaient du coup aussi toutes, même si de divers horizons et de divers métiers, beaucoup à apporter et une grande envie de s'engager. À cette époque aussi, tout le monde cherchait à contribuer et ne savait pas forcément comment. Donc quand on arrivait avec une proposition très concrète, j'ai autour de moi en premier lieu un premier cercle qui s'est tout de suite fédéré de femmes exceptionnelles, d'amies de longue date, parfois actrices, parfois dans le marketing, parfois dans la cuisine. Et c'était complémentaire. C'était hyper complémentaire et je pense souvent, quand je pense à elle et aux personnes qui m'entourent, à cette phrase de Simone de Beauvoir qui dit qu'une femme intelligente qui sait faire une chose, en fait, c'est tout faire. Et c'est un peu ce qui s'est joué avec le Réchaud. Donc, c'était pas assumé volontairement. Oui. Et force est de constater, au fil du temps, qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont envie de contribuer à une autre société et de parfois même faire du business différemment.
Alors, je vais rebondir justement avec les directeurs environnement de travail qui nous regardent. Hein. C'est comme dans un projet d'aménagement ou de transformation de site. La diversité des profils et des parcours, on se rend bien compte, contribue à la réussite. Vous êtes donc allé à la rencontre de personnes exilées. Quel souvenir marquant? Vous nous en avez raconté un au tout début. Mais est-ce que vous en avez un autre, un souvenir marquant que vous avez gardé de cette première phase du projet? Oui, en fait, tous les souvenirs sont marquants dans le sens où c'était, on est arrivé, on a débarqué dans un environnement qu'on n'imaginait pas. Enfin, on imagine à peine, on sait à peine ce qu'on est en train de faire. Mais moi, ce qui m'a marqué à travers la première mission, c'est qu'on arrivait sur un camp. Donc le seul camp qui existait alors en France et qui a jamais existé en France, comme on l'entend aux normes du Haut Commissariat aux réfugiés, donc du HCR. Donc c'était un camp qui permettait un minimum de dignité dans cet accueil, même s'il était très rudimentaire, avec des petites maisons, des shelters pour 4 personnes, avec un tout à l'égout, avec des douches et des sanitaires et avec des tickets de rationnement. Donc on arrivait sur un lieu où on n'était pas dans une urgence humanitaire première, mais où on pouvait proposer ces ateliers de cuisine. Et donc un espace très rudimentaire avec quand même une immense détresse humaine, on peut le dire, des personnes qui ont traversé des océans, des guerres, des conflits, des drames personnels durant leur parcours d'exil qui durent parfois plusieurs années avec des traversées qui n'en finissent pas plus. Et pourtant, c'était sublime, quoi. Et c'est un des souvenirs les plus forts que je garde comme moteur dans tout ce qu'on fait. Parce que même si les journées étaient très longues, très, très complexes, on faisait 500 repas jour, on montait des cuisines, on les défaisait le soir. En fait, on était au cœur de l'humain, au cœur de l'humanité, avec des personnes qui étaient dans une chaleur humaine et dans un respect et dans une envie de partage et dans un récit de l'intime qu'on retrouve pas au quotidien dans des situations, dans nos zones de confort, on va dire, quotidiennes. Donc, je vais dire que dans la globalité, cette première image, cette première approche du projet, c'était celle-ci, quoi, profondément humaine. Côté solaire et chaleureux. Et de beauté, ouais. On revient justement à cet outil que vous utilisez, la cuisine, hein, qui est un outil pour réparer un accueil défaillant. On peut le transposer aux entreprises qui misent aujourd'hui sur la restauration pour faire revenir les collaborateurs au bureau, sur site, et faire en sorte qu'ils se sentent bien, eux aussi. En quoi la cuisine, elle est pour vous un outil d'hospitalité? Elle est un outil de restauration. Et d'hospitalité. Je pense que la cuisine de tout temps et à travers toutes les sociétés, c'est ce que j'appelle le ciment de nos sociétés. C'est-à-dire qu'autour de la table, autour du faire et fabriquer ensemble, on articule des récits et un sentiment d'appartenance à quelque chose. Donc autour de la table, se jouent des rencontres, se jouent des amitiés, se jouent des drames. Enfin, on le voit à travers l'histoire de la gastronomie et de la cuisine, il se joue des temps extrêmement forts, même politiques autour de la table, qu'on soit sur un mariage ou sur un enterrement, tout se joue autour de la table. Donc, je pense que cet espace collectif où justement la question du soin et de presque la gastronomie du soin, elle est fondamentale. Et que dans l'entreprise qui n'est autre qu'une société, c'est extrêmement important d'avoir ce focus et de pouvoir prendre ce temps, s'asseoir, se restaurer. Il se joue comme à la machine à café, avec plus de temps et avec plus de confort, beaucoup de choses. Quand on prend du plaisir en plus, parce que le contenu de l'assiette génère du plaisir, parce que ça génère aussi du sens, au-delà même du goût. Et donc on écrit ensemble cette histoire-là. Et je pense que c'est fondamental, surtout dans une époque où on a du mal à se retrouver dans des espaces communs. On est beaucoup en télétravail, on est beaucoup à distance, on est beaucoup en visio. Là, on ne peut pas tricher en fait avec le lien qui se joue autour de cette assiette. Et puis finalement, ça force aussi à rencontrer des personnes qu'on n'aurait peut-être pas imaginé rencontrer, que ce soit en entreprise ou pour vous, dans votre association, s'installer à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et découvrir son histoire aussi. Oui, et ça s'organise. Ça, c'est vraiment un travail en finesse qu'on accompagne beaucoup. Et du côté de l'association, on se forme, on s'interroge beaucoup et on forme beaucoup aussi les bénévoles à
à être en capacité de faire ce travail presque de médiation, d'animation. On ne s'assoit pas spontanément à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc ce temps de la rencontre s'organise, se réfléchit dans les espaces aussi, si on veut que ça fonctionne. On ne peut pas juste dire « allez, rencontrez-vous ». Donc, on vient de parler du Réchaud, l'association, mais vous avez également la table du Réchaud. En quoi ça consiste ? En effet, en 2020, on a souhaité affilier à l'association une entreprise d'insertion qui a donc 2 activités commerciales, une activité de restauration commerciale et une activité de traiteur. Dans la restauration commerciale, on peut mettre la restauration tertiaire, mais bon, si on l'entend différemment, en tout cas, on va vers une activité, une 3e activité, dans ce cas-là, d'activité tertiaire. Et donc, cette entreprise accompagne des personnes réfugiées dans un parcours d'insertion par la cuisine, à travers des parcours qui durent entre 12 et 24 mois, avec des encadrants techniques, avec des conseillères en insertion professionnelle qui vont travailler avec eux leur parcours d'intégration professionnelle et leur retour à l'emploi pérenne ensuite. On a donc un label sur cette entreprise qui est un label, un agrément qui est entreprise d'insertion, EI. On a aussi un label ESUS, que vous connaissez sans doute, qui vient donc aussi renforcer ces engagements, enfin confirmer les engagements qu'on prend en interne. Et puis, pour nous, comme je le disais dès le départ, vous le disiez en tout cas, la question du soin et la question de l'attention et du social ne va pas sans la question de l'écologie, encore moins quand on est en restauration. Il nous a semblé évident d'aller prouver nos engagements en allant chercher le label AB. Et un label, on est triplement labellisé écotable. Et donc ça, pour la partie écologique et pour la partie environnement de travail, c'est hyper important pour nous. Ça démontre qu'on est conscient, on fait une cuisine consciente, militante, comme vous le disiez en introduction, de l'impact qu'a l'assiette sur les humains qui la dégustent, sur les humains qui la font et sur les humains en amont qui restaurent nos sols, quoi. Donc quand on parle de restaurer le monde, on s'interroge évidemment jusqu'à la manière dont on produit et nos modes de consommation qui ont des externalités jusqu'aux personnes qu'on accompagne en insertion, parce que la migration aujourd'hui, demain, c'est aussi une migration liée au changement climatique. Donc comment est-ce qu'on peut maximiser notre impact auprès des agriculteurs en rémunérant à prix juste, en travaillant direct avec eux, auprès des consommateurs qui ne sont pas là pour militer, mais sont là avant tout pour prendre du plaisir, et auprès de nos salariés en insertion. Tout ça est donc démontré. On se prête au jeu des audits plusieurs fois par an pour démontrer que ces engagements sont concrets et ont un véritable impact sur toute la chaîne. Très bien. Et comment ce service s'intègre-t-il justement dans l'entreprise, dans les événements qui sont organisés dans les entreprises ou les lieux de vie au travail ? Oui, l'entreprise, pour nous, c'est le dénominateur commun de tout ce qu'on fait, que ce soit sur l'association ou sur l'entreprise. Le traiteur, la table du Réchaud, agit exclusivement avec les entreprises, donc sur de l'événementiel, sur du catering. Et l'association propose des team building solidaires, propose tout un panel, en réalité, d'actions qui engagent l'entreprise à nos côtés et qui engagent les collaborateurs de l'entreprise qui sont pour nous un public très intéressant à sensibiliser parce qu'en fait on est sur un public qui est captif, donc qui ne va pas être forcément conscient autour de ces sujets d'alimentation durable et d'accueil inconditionnel. Notre inscription, elle se fait au maximum sur le long terme. On le voit avec des clients qui sont fidèles depuis des années, qui font appel aux services traiteurs parce qu'ils y trouvent leur compte sur la qualité qu'on propose et qui, en plus, trouvent à travers nous cette histoire dont ils sont fiers, ce récit commun qui permet de valoriser de manière très tangible, très immédiate et très concrète leur engagement RSE auprès de leurs collaborateurs. Quand on a un événement traiteur, nos propres collaborateurs sont sur place, font des animations, sont en lien direct avec les convives. C'était justement mon autre question où j'allais vous demander comment vos ateliers permettent-ils de créer ce lien social au sein d'un collectif de travail ? Oui, alors l'atelier en particulier, c'est vraiment un lieu de dynamique collective. C'est-à-dire qu'ensemble, on va passer 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures en fonction du temps dédié pour produire de l'aide alimentaire. Et on le fait donc avec aujourd'hui des outils et un savoir-faire qui permettent de dynamiser les équipes, de
et je crois vraiment très très fort à cette histoire de objectif commun, de fabriquer et d'appartenir, de fabriquer quelque chose, que ce soit un repas ou que ce soit un bâtiment. Je pense que ça nous rassemble, ça nous réunit par-delà nos différences. Et qu'à travers ces ateliers, on voit bien les dynamiques collectives qui se créent, parce qu'on a un objectif à atteindre qui est difficilement atteignable, donc on est concentré sur cet objectif, et autour de ce focus se passe plein de choses. Donc il y a une vraie porosité entre les salariés de l'entreprise, entre les personnes qu'on accompagne sur l'association, qui sont conviées aussi à participer aux ateliers en entreprise. Donc tous ces publics, ça crée de la mixité. Et puis, in fine, on est un catalyseur, je l'espère, en tout cas un trait d'union entre l'entreprise et parfois des associations qu'elles-mêmes, elles soutiennent, puisqu'on va produire de l'aide alimentaire, on va produire quelque chose qui va créer un lien externe auprès d'autres associations grâce à l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices. Donc, vous proposez également des ateliers pour les enfants. Ma question, c'était, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement des ateliers pour les enfants des collaborateurs, lors d'une journée de famille, par exemple, en entreprise ? Tout à fait. Ça marche d'ailleurs très bien. C'est à peu près la même chose, sauf qu'on ne produit pas de l'aide alimentaire avec les enfants. On prend 1 heure, 1 heure et demie. On fait beaucoup en mixité, comme je le disais. Donc, on va mixer des publics qui habituellement ne se rencontrent pas. En l'occurrence, soit les enfants de nos propres collaborateurs, soit des enfants bénéficiaires d'une association partenaire un peu ayant moins de chance que d'autres ou est un peu cabossé par la vie. Et donc, on a un groupe qui va être mixte et qui va se découvrir, qui va découvrir, on va parler d'altérité, on va faire un peu de géopolitique pour les enfants de manière très ludique et très succincte pour comprendre un peu d'où on vient, qui on est, quels sont les marqueurs culinaires des différentes cultures. Et on les amène à cuisiner autour d'une recette qui est portée par un de nos salariés en insertion. Donc on va découvrir un pays, on va découvrir une identité et on va les faire parler d'eux. Et ça marche très bien. Ok, top. Donc, vous proposez ça aux entreprises aussi pour les enfants des collaborateurs ? Oui, et demain, avec le projet de la cantine, la première cantine humaniste, dont on parlera peut-être un peu plus en détail, mais enfin, notre volonté est de nous implanter au cœur de l'entreprise pour travailler avec les entreprises sur leur offre de restauration collective à l'heure du déjeuner. En étant implanté au cœur des entreprises, alors on pourra même pérenniser ce travail, même le mercredi, avec les enfants et avoir quelque chose qui s'ancre sur le long terme. Entre les parents, les enfants de nos collaborateurs, et c'est notre volonté en tout cas. Ok, c'est une super idée. Parlez-nous de cette cantine humaniste. Oui, depuis 2020, comme je le disais, on a eu plusieurs restaurants à Paris et on vient de fermer notre 3e restaurant parce qu'on se concentre sur le souhait, on se concentre sur un projet qui est imminent, qui est l'ouverture de la première cantine d'entreprise, appelée cantine humaniste, qui est une manière d'augmenter fortement notre impact. Donc, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que quand on est dans le care et quand on est dans cette volonté de mettre l'humain au cœur de tout ce qu'on fait, on n'est pas sur des trajectoires de croissance délirantes à plusieurs chiffres et on se situe peut-être un peu en marge de certaines accélérations fulgurantes qu'on a pu voir pour d'autres entreprises du secteur. On prend le temps du développement, néanmoins, on a besoin de renforcer notre modèle pour renforcer notre impact. Et donc, c'est poser la question de comment est-ce qu'on augmente le volume de ce qu'on fait pour avoir plus d'impact auprès créer plus de parcours d'insertion, engager plus d'entreprises à nos côtés, avoir des plus gros volumes de production de repas pour pouvoir travailler avec encore plus de producteurs maraîchers, éleveurs, eux-mêmes engagés dans une démarche agroécologique. Et le secteur tertiaire s'impose à nous aujourd'hui. Donc, on est sur un projet extrêmement innovant et à très fort impact social et environnemental qui va voir le jour pour un pilote de projet dans les 6-8 prochains mois. Ok, très bien. Bon, on garde ça en tête.
On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que, pour la dernière question, vous avez un exemple de collaboration qui a été particulièrement inspirante avec une entreprise? Oui, je pense à pas mal d'entreprises pour différentes raisons. Je pense par exemple à l'entreprise Betac, qui est une boîte de production avec lesquelles on fait les Fashion Week pour des grandes marques de luxe, donc c'est-à-dire le catering technique des collaborateurs sur les défilés de mode, 2 fois par an. Ça fait 5 ans que ça dure et cette collaboration nous a permis, nous renforcer parce que c'est un gros contrat. Mais surtout, ils nous ont aussi offert l'espace et le temps pour prouver et pour nous renforcer dans ce savoir-faire qui est particulier puisqu'on s'adresse à des personnes qui sont dans le BTP, qui sont des travailleurs de force. Donc il a fallu vraiment pouvoir avoir cet espace de patience aussi pour trouver la bonne formule. Et aujourd'hui, on est passé des défilés Yves Saint Laurent aux défilés Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, cette année pour la première fois, là en septembre, et d'autres marques qui viennent s'agréger comme Louis V, Chloé. Donc en fait, ça a pris énormément d'ampleur et c'est ce récit commun qui les touche et aussi la qualité, évidemment, encore une fois, de ce concert. Mais je pense aussi, par exemple, à AXA. Et AXA à tout cœur, leur association, qui depuis également 5 ans nous font confiance sur tout un panel d'activités. Donc avec eux, on peut construire un partenariat polymorphe et renforcé, que ce soit sur les ateliers team building solidaire, le traiteur pour AXA et pour AXA à tout cœur. Et là, on a un rendez-vous pour discuter de comment prolonger aussi, voire ils sont très intéressés par la question de la cantine d'entreprise. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, on a des acteurs du tertiaire comme Exalt qui aussi, depuis des années, nous font confiance et soutiennent l'association et font des chefs invités avec nous tous les mois quasiment, nous appellent sur des petits déjeuners, nous appellent ponctuellement aussi à agir au cœur de leur restaurant d'entreprise. Voilà, il y a pas mal d'exemples. Beaucoup de projets et c'est très positif. En tout cas, les entreprises sont pour nous un socle et un renforcement indispensable. Et on le voit dans une période globalement assez morose de récession, où ces questions qui sont finalement des questions humanistes, apartisanes, mais fortement politiques et instrumentalisées, eh bien on voit qu'on a du mal parfois avec les institutions, mais qu'il y a une volonté extrêmement puissante de la part des entreprises de prendre part, de faire leur part et d'aller vers toujours plus de sens et de valeurs concrètes et tangibles. Merci Vanessa pour ce témoignage. Votre approche justement humaniste nous montre que la cuisine, c'est pas seulement un outil de convivialité, mais c'est un levier puissant de transformation culturelle, de transformation sociale, y compris et surtout en entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claire. Et merci à vous de nous avoir suivis.